quand j'évite de faire des bafouilles, par exemple. Voilà, c'est toujours plus agréable. Non, tu te marres. Non, jamais je me permettrais de me moquer de toi. Ah oui, jamais. mais tu te marres, tu sais quoi? On va t'écouter. Ça va être les news. Attends, laisse-moi te trouver un petit jingle, là, tout simplement. Puis on va t'écouter. On va voir. On va voir si tu fais pas trop de bouffe. Jingle. Ici, pas d'infox, que des infos. Les news du Campus Sport Club. C'est parti. Oui, c'est ta voix, Eva. Ça fait bizarre des fois de s'entendre et de se dire, mais c'est pas moi qui vais parler. Bon, pour commencer, comme tu avais l'air agressive, Marine, envers mes bafouilles, eh ben, on va y rester dans le domaine de l'agression. Parce que ce soir, il y a eu quelques échauffourées. Tout à fait. De nouvelles scènes de chaos ont éclaté en marge d'une rencontre de football. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Tard dans la soirée du lundi 6 au mardi 7 novembre, des supporters parisiens ont été pris à partie par des ultras de l'AC Milan à la veille du match de Ligue des Champions du coup entre les deux clubs. Il était autour de minuit quand une centaine d'ultras milanais a chargé des supporters du PSG. Des supporters cagoulés, tous vêtus de noir, ont attaqué les Parisiens armés de battes de baseball, de barres de fer, de mortiers, de fumigènes et d'objets contendants comme des bouteilles en verre. Dans les heures, un supporter du PSG a notamment reçu 2 coups de couteau dans la jambe et a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger, fort heureusement. La FIFA l'a annoncé mardi dernier, c'est en Arabie Saoudite que la Coupe du Monde se déroulera en 2034. Bon, il n'y avait plus trop de suspense, puisqu'après l'annonce du retrait de la candidature de l'Australie, l'Arabie Saoudite était seule en lice. Un choix d'ailleurs très controversé, Première bafouille. Tout de suite, elle me regarde, elle fait il a raison en fait. Choix controversé pour lequel la FIFA est accusée d'avoir un peu pipé les dés pour coller à la volonté du prince héritier Mohamed Ben Salman. Non, Eva, non. Non, pas du tout. Pas du tout. En attribuant la Coupe du Monde 2026 à l'Amérique du Nord et en répartissant l'édition 2030 dans 6 pays et 3 continents, donc Europe, Afrique et Amérique du Sud, la FIFA souhaitait que le Mondial 2034 revienne de fait à un pays de la Confédération asiatique à laquelle appartient l'Arabie Saoudite. C'est fou quoi, quand même, comme hasard. Et puis si l'Arabie, par exemple, se mettait en retrait, peut-être que le Qatar aurait sauvé... peut-être, on ne sait pas. Ils ont encore des infrastructures, normalement. Ça marche. S'ils les ont pas toutes détruites. Ouais, si elles sont pas laissées à l'abandon. Il me semble qu'il faudrait revenir là-dessus aussi, mais ce mondial 2022, là, il y a encore beaucoup trop de choses qui ont été laissées complètement à l'oubli. Tout à fait. Et choix controversé, compétition qui pourrait l'être encore plus que celle dont tu parlais au Qatar l'année dernière, pour les mêmes raisons, les atteintes criantes aux droits humains, les questions environnementales. Il est reproché à la FIFA de fermer les yeux sur les manquements aux droits humains de ces pays où la charia, donc la loi islamique, est appliquée de manière très stricte. La FIFA, qui se dit dépolitisée, n'a cure d'organiser son tournoi dans une monarchie absolue et se montre aveugle sur la question du droit des femmes, des droits LGBT, des droits sociaux et environnementaux. C'est ce que déplorait l'économiste du sport Pierre Rondeau. Il disait aussi, après le mondial au Qatar, il est frappant d'observer à quel point la FIFA ne retient pas la leçon et pire se contredit. D'un côté, elle multiplie les campagnes anti-homophobie, anti-racisme et pro-égalité homme-femme. De l'autre, elle accorde ses tournois mondiaux à des États qui pratiquent tout le contraire. Cette décision en dit long sur la lutte géopolitique qui se joue à travers le football, sur l'énorme enjeu économique autour de ce sport. L'État saoudien a également dépensé près d'1 milliard pour arracher à l'Europe ses superstars déclinantes comme Cristiano Ronaldo ou Neymar. Cette stratégie du carnet tchèque, elle donne un peu le sentiment que son championnat domestique, la Saudi Pro League, s'achète une histoire plus qu'elle ne la construit à travers ses succès. Eva, Adrien, est-ce que ça y est, c'est la fin du football romantique ? Déjà, j'ai envie de lancer une petite pique entre Ronaldo, 37 ans, et Neymar, 30 ans. Devinez qui s'est fait les croisés. Tic-tac, tic-tac. Et non, ce n'est pas Cristiano. Non, tout simplement que c'est... en fait, au final, ils ne peuvent être que heureux puisque leur technique a fonctionné, a super bien marché. Après, j'aimerais voir avec le temps pourquoi ce retrait de l'Australie. Même si il est vrai qu'ils ont eu les Jeux Olympiques d'été 2032 à Brisbane, c'est peut-être un peu beaucoup pour eux d'enchaîner des Jeux Olympiques et une Coupe du Monde de football. Parce que la Coupe du Monde du football a quand même cette aura d'être aussi puissante presque que les Jeux. Mais bon, entre-temps, déjà l'Arabie Saoudite va accueillir d'autres événements comme les Jeux d'hiver asiatiques en 2029. Ça va être intéressant aussi de voir comment ils arrivent à nous organiser des Jeux pareils. En plein désert. Oui. Mais le sable, tu le colories en blanc. C'est de la neige. Ah non, mais l'accent, quoi.
Bon, allez, cette fois une bonne nouvelle. Le Paris FC a annoncé vendredi 3 novembre rendre sa billetterie gratuite pour les rencontres à domicile de ses équipes masculines. Donc, équipe masculine actuellement en Ligue 2 et féminine est engagée en D1 Arkema et récemment qualifiée pour la Ligue des Champions, on en avait parlé. Pour son président Pierre Ferracci, l'objectif de cette annonce est double, à la fois retrouver l'essence populaire du football en le rendant accessible au plus grand nombre, mais aussi augmenter le niveau de fréquentation au stade Charletti et fidéliser les supporters. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a négocié avec l'ex-directrice générale Florence Ardouin le retrait de sa plainte contre Noël Le Graët. C'est ce que révèlent des informations du Monde, selon lesquelles l'ancienne DG de la Fédération française de football a retiré sa plainte en août pour harcèlement moral et sexuel contre l'ex-présidente dans le cadre d'un accord financier avec la FFF. Pour rappel, si Noël Le Graët a démissionné en février soupçonné d'avoir eu un comportement inapproprié avec des collaboratrices, Madame Ardouin a, elle, été licenciée par la FFF et avait déposé plainte le 18 avril pour harcèlement sexuel et moral contre son ancien patron. Ils seront donc maintenant tous deux entendus aujourd'hui et jeudi 9 novembre par la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives. Bon, allez, j'en ai fini avec le foot. On passe un petit peu au handball. Le sélectionneur des Bleus, Olivier Crumbles, a annoncé ce lundi un groupe de 20 joueuses pour la préparation du mondial qui se déroulera du 29 novembre au 17 décembre en Norvège, en Suède et au Danemark. Le sélectionneur a retenu la chef d'orchestre Grace Zadie, qui était incertaine en raison d'une blessure à l'aponévrose plantaire du pied droit. Mais une autre pilier des championnes olympiques en titre ne sera pas du voyage. On parle de la pivot Béatrice Edwige, tout comme de la gardienne Cléopâtre Darleux, qui est toujours convalescente à la suite d'une commotion cérébrale. Pour Edwige, déjà apte mais non convoquée au dernier rassemblement, la perspective des JO de Paris s'éloigne. Et comme pour une autre grande ancienne, Alison Pinault, dont la non-sélection ne représente cependant plus une surprise puisqu'elle n'a plus été appelée depuis le Mondial 2021. La buteuse Orlan Canor, qui avait manqué les qualifications européennes le mois dernier sur blessure, est en revanche de retour, tout comme l'arrière-droite Orlan Aonda. Pour cette liste, on en retient quelque chose, des petits commentaires? Non, je voulais faire un commentaire bafouille. C'est que tu es capable de nous sortir magnifiquement le problème de santé qu'avait Grace Zadie. Et là, sur un an ou deux, tu peux... J'en profite. Il fait les commentaires sur moi maintenant. Non, mais du coup, ce groupe France, à part du coup cette absence de Béatrice Edwige, qui est quand même un des cadres de cette équipe-là, fondée et créée par Olivier Crumbles, on va voir ce que ça peut faire sans, mais le groupe est toujours taillé pour aller chercher une médaille. On n'a peut-être pas le meilleur effectif non plus, mais on attend toujours. Les Françaises, de toute façon, depuis des années, on attend de les voir au moins faire dans le top 3, puisqu'on sait qu'on a la place, on a le niveau pour faire top 3 mondial, comme top 3 dans tout, puisqu'elles sont même championnes olympiques en titre. À rappeler quand même, c'est pas rien, même s'il n'y a pas toutes les joueuses, dont Béatrice Edwige, mais il y a quand même le plus gros et l'essentiel. Et dans les cages, sans Cléopâtre Darleux, Laura Glauser, moi j'aimerais bien la voir taille patronne aussi. Perso. Ouais, à voir. Un petit peu de tennis, on passe aussi sur la balle jaune. Nicolas Mahut a annoncé vendredi qu'il allait s'associer à Édouard Roger Vasselin pour la saison prochaine afin de placer les deux hommes dans les meilleures conditions pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nicolas Mahut a joué avec pas moins de 16 partenaires cette saison en comptant la Coupe Davis, mais année olympique oblige, il fallait trouver un partenaire régulier et solide pour 2024. Également en discussion avec son partenaire historique Pierre-Hugues Herbert, le joueur de 41 ans a finalement choisi de jouer la saison 2024 de double avec Édouard Roger Vasselin. Et cette association n'a finalement rien d'anodine. Les deux hommes ont déjà gagné 8 titres sur le circuit ATP lorsqu'ils étaient ponctuellement associés. Le dernier date d'octobre 2022 avec l'ATP 250 de Florence. Et ils ont même atteint une finale de Grand Chelem, on s'en souvient, à Wimbledon en 2019. Et ils s'étaient inclinés en 5-7 en finale. Pareil, on y croit pour le duo, les JO. Ça commence mal en tout cas, parce que j'ai entendu que Édouard Roger Vasselin, lui, a dit dans la presse que pour l'instant, il a mis un pied sur le frein à Nicolas Mahut en disant attention, j'ai rien dit et tout. Donc c'est vrai que c'est assez cocasse quand même quand on voit normalement un double, ça doit faire une paire assez en symbiose. Et là, ils n'étaient pas en symbiose dans leur accord, ou en tout cas dans le timing. C'est ce que Édouard Roger Vasselin a dit. Le timing n'était pas bon. Donc c'est vrai que c'est assez cocasse. Mais en soi, c'est quand même deux joueurs qui sont très bons en double. Comme tu l'as dit, ils ont déjà superbement joué, même si on attendait sans doute plus
Mahut et Herbert qui eux vraiment c'est leur seul titre qui leur manque à leur palmarès. Ouais, ils Donc, ont tout gagné donc moi en c'est tant que j'aurais peut-être plus aimé voir jouer Mahut avec Herbert, surtout que Mahut il est sur la fin. Mais comme Roger Vasselin est c'est ce que plutôt j'allais dire, aussi ouais. sur la fin, il approche aussi de la quarantaine, Mahut l'a passé, alors qu'avec Herbert on avait aussi la sensation que bon, autant Mahut à un moment donné arrêtera avant lui, mais on avait un peu cette idée qu'il y avait plus jeune, il y avait la petite différence d'âge qui fait qu'on a la fougue de la jeunesse, on a l'expérience du plus vieux, on va dire, on avait une symbiose comme tu le dis si bien, qui marche bien, surtout quand on parle de pairs en tennis. Là peut-être que eux qui n'ont pas non plus joué énormément ensemble sur cette période-là depuis 2019, puisque Herbert et Mahut se sont remis ensemble à plusieurs occasions et ont regagné des titres. Donc eux ont confirmé, donc c'est sûr que ça laisse aussi un gros point d'interrogation, et surtout la question de timing que souligne Roger Vasselin qui montre ce côté... merci de le dire, mais... Surtout qu'il a les Masters à jouer en double là dans une semaine. Édouard Roger Vasselin qui vient de gagner le Masters de Paris-Bercy en double avec González, le Mexicain, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai que je pense que sans doute Édouard Roger Vasselin attend cette fin de saison, le Masters, qui est quand même une grande échéance en double, et pour peut-être annoncer leur association et se mettre au boulot. Ok, sa parole était attendue depuis l'élimination précoce des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde. Resté silencieux depuis, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, s'exprimera ce mercredi face à la presse pour la première fois depuis l'élimination des Bleus. C'est la Fédération française qui l'a annoncé ce lundi. Le sélectionneur, qui est encore considéré comme l'homme de la situation par Romain Ntamak, dressera le bilan du parcours des Français à la Coupe du Monde, arrêté prématurément en quart face à l'Afrique du Sud, alors que les Bleus visaient la victoire à domicile. Et je spoil pas, mais quelque chose me dit que nous, on aura l'occasion aussi de faire comme Galtier le point sur cette Coupe du Monde.